Chapitre 3. L'Assemblée annuelle. Le lendemain était un vendredi, jour de visite du putois. Il fallait faire vite pour rédiger la lettre à Milos et la déposer dans la baraque à linge avant le passage du vieil homme. Hélène profita du cours de mathématiques donné de 9 à 10 par la Merche. Celle-ci, vissée sur son fauteuil de paralytique, ne risquait pas de fondre sur elle et de lui arracher la lettre à moitié écrite en hurlant « Et ça, mademoiselle, qu'est-ce que c'est ?» Elle possédait peut-être un œil d'aigle, mais Hélène, comme toutes ses camarades, était habile à dissimuler. Elle se demanda un instant par quoi commencer. « Cher Milos !» Ils se connaissaient à peine. « Bonjour Milos !» Ça sonnait familier et sans âme. Elle se décida finalement pour Milos tout court. Il y mettrait ce qu'il voulait. Elle lui raconta la bibliothèque déserte, le retour à l'internat sans Milena, et surtout la douleur d'avoir vu emmener la petite Katharina Pansek au cachot. Elle lui parla de Milena, qui chantait si incroyablement bien et qu'elle n'aurait jamais cru capable de trahir ainsi. Elle lui demanda de répondre vite, précisant qu'elle attendrait sa lettre avec beaucoup d'impatience. Elle confectionna ensuite une enveloppe de fortune grâce à une autre feuille de brouillon pliée en deux et collée. Elle tira de sa chaussette le papier donné la veille par Milos et recopia son nom avec soin. Milos Ferenczi, internat des garçons, 4e année, avant de glisser la lettre dans l'enveloppe. Elle se ravisa et ajouta sous sa signature « Au fait, je ne t'ai même pas parlé de moi. J'ai 17 ans, j'aime les livres et le chocolat, et je suis heureuse de t'avoir rencontré. » En écrivant cette dernière ligne, elle se sentit incertaine et troublée. Est-ce qu'elle en disait trop? Pas assez? À la récréation de 10 heures, elle se mêla discrètement à un groupe de filles de 5e année, dans un coin de la cour, et demanda sans hésiter « Pour le courrier, comment on fait? Il y a quelqu'un qui le dépose dans la baraque à linge et le putois l'emporte, c'est ça ?» Une grande mince, plutôt jolie, la dévisagea durement. « Tu as du courrier pour qui? »« Pour un garçon d'à côté. Tu es en quelle année? »« En 4e année. Tu t'appelles? »« Dorman, Hélène Dorman. »« Et lui, il s'appelle ?»« Milos Ferenczi, » répondit Hélène. Elle rougit et s'en trouva furieuse. Les grandes se concertèrent du regard. Aucune ne connaissait ce garçon, sans doute trop jeune pour elle. « Donne, dit la fille, et les autres formèrent spontanément un petit rempart de leur corps pour que l'échange se fasse dans la discrétion. « C'est toi qui vas le déposer ?» demanda encore Hélène. « C'est moi. Je n'ai pas de cadeau pour toi, ni pour le putois. Je n'ai rien. Je n'ai pas eu le temps de... » « C'est bon. Je t'apporterai la réponse, s'il te répond. » Un peu avant midi, depuis la salle de musique qui donnait sur la cour, Hélène vit arriver le putois et sa carriole brinque-ballante. Il disparut dans la baraque à linge et en ressortit avec son chargement de drap blanc, dans lequel étaient sans doute cachées les lettres du jour. « Vole, vole, petit courrier, vole, vole jusqu'à mon amour », fredonna-t-elle, toute surprise de retrouver si facilement cette comptine remontée de son enfance. Les jours qui suivirent furent insupportables. Hélène s'attendit à chaque instant à être convoquée chez la tanque, mais il n'en fut rien. Cette absence de réaction du côté des autorités était pire que tout. Elle signifiait que l'article 16 du règlement était respecté. Pour toute élève non rentrée, après 3 heures d'absence, une autre sera immédiatement envoyée au cachot et y restera jusqu'au retour de la fugitive. Les choses étaient en ordre et l'affaire était close. Personne n'osait évoquer Katharina, mais on ne pensait qu'à elle. Est-ce qu'elle arrivait à dormir? Est-ce qu'on lui apportait à manger et à boire? Hélène questionna une fille de 5e année qui avait passé une nuit et une matinée au ciel l'année précédente pour avoir jeté son assiette de potage contre le mur du réfectoire et hurlé qu'elle en avait marre, marre et marre. Celle-ci se montra peu bavarde et sembla surtout inquiète de savoir si Katharina aurait eu le temps ou non de voir le dessin sur la poutre. « C'est si important ?» demanda Hélène. « Tu l'as vu, toi ?» Aperçu 2 secondes à peine. Mais c'est ce qui m'a évité de devenir folle. « C'est avec toi que Milena est sortie ?» Oui. La fille lui tourna le dos. Il semblait à Hélène qu'on la rendait responsable du drame, ou au moins qu'on l'estimait complice. Comme on ne pouvait pas injurier Milena, disparue, on reportait contre elle les sentiments de rage et de révolte. Seule Vera Plasil ne se détourna pas. « Tu n'y es pour rien. Qui aurait pu imaginer ça? Elle va revenir, j'en suis sûre. Elle avait quelque chose d'important à faire. Elle va le faire et elle rentrera. Tu vas voir. » Pourquoi elle ne m'a rien dit alors? Vera Plasil ne savait pas. Elle se contentait de regarder Hélène, de ses grands yeux bleus pleins de compassion. À partir du dimanche, Hélène ne compta plus les jours qui la séparaient du vendredi, jour de visite du putois, mais les heures. Le temps n'avançait plus. Elle s'efforça,
pour ne pas être trop désespérée le moment venu, d'imaginer le pire. Elle n'aurait pas de réponse de Milos, cette fois, et il faudrait attendre une semaine de plus. Cette supposition la décourageait par avance. Et Milena, qui ne revenait pas, qui ne reviendrait peut-être plus, jusqu'à ce que Katharina meure dans son trou. Le moment le plus terrible était le repas du soir. Comme le cachot se trouvait dans les caves du réfectoire, les filles sentaient Katharina toute proche, et elles avaient du mal à avaler leur assiette. Un matin, enfin, Hélène se réveilla, et c'était vendredi. 10 minutes avant midi, titubant mais ponctuel, le putois tira sa carriole de drap propre à travers la cour. Depuis la salle de musique, Hélène le vit disparaître dans la baraque à linge pour les échanger avec les salles. Cœur léger, âme pure, nous chantons à l'unisson, les forêts et la ramure, faisait reprendre la zinzin pour la 12e fois. Mais Hélène n'entendait plus rien des voix de ses camarades. Pourvu qu'il y ait une lettre pour moi, pensait-elle, pourvu qu'elle y soit, je ne tiendrai pas une semaine de plus. À la sortie du réfectoire, une fille de 6e année s'approcha d'elle. C'est toi, Dorman ? Oui. Tiens, voilà ton courrier. Et la prochaine fois, pense au petit cadeau. C'est promis, répondit Hélène, folle de joie, et elle empocha les 2 enveloppes. Car il y en avait 2. Elle avait craint toute la semaine de ne pas avoir de lettre, et voilà qu'elle en recevait 2. Elle chercha fébrilement Vera Plasil dans la cour. Vera, tu peux me tenir la porte, s'il te plaît ? Les toilettes étaient vétustes, mais c'était le seul endroit où l'on pouvait rester seul et tranquille quelques instants, à condition que quelqu'un veille à la porte. Aussitôt dedans, Hélène tira les enveloppes de la poche de son manteau. Sur les 2 figurait son nom, Hélène Dorman, internat des filles, et sa classe, 4e année, mais les écritures étaient différentes. La première était celle de Milos, elle la reconnut facilement, large et bien déliée, et la seconde, inimitable et presque adulte, celle de Milena. Elle ouvrit d'abord la lettre de Milos. Après tout, c'est celle qu'elle avait espérée toute la semaine. Le texte était court. Hélène, j'ai bien reçu ton courrier. Voici le mien. J'espère que le putois ne l'aura pas trop parfumé. Bartholoméo n'est pas rentré l'autre soir. J'ai des choses graves à te dire. Soit à minuit, vendredi, à l'angle des murs est et nord de ton internat. Promis, Milos. Au fait, je ne t'ai pas parlé de moi. J'ai 17 ans. J'aime faire de la lutte gréco-romaine et manger. Et je suis très heureux de t'avoir rencontré. Hélène se demanda si elle tenait dans ses mains sa première lettre d'amour. La répétition presque mot pour mot de la dernière phrase de sa lettre trahissait un désir de complicité de la part de Milos. L'émotion la fit presque vaciller. Il lui arrivait tant de choses bouleversantes depuis quelques jours. Elle remit la lettre dans l'enveloppe et ouvrit celle de Milena. Elle était plus longue. Hélène, j'imagine la colère que tu éprouves contre moi et je la comprends. Mais tu dois savoir que je ne t'ai pas trahi. Voici ce qui est arrivé. Bartholoméo m'a rejointe à la bibliothèque juste après ton départ. Nous avons parlé plus de 2 heures, et au bout de ce temps, j'ai pris la décision de m'enfuir avec lui. Nous partons cette nuit. Je ne reviendrai plus jamais à l'internat. Nous étions cachés derrière la fontaine quand tu es passé tout à l'heure, un panier à la main. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais je te remercie de me l'avoir apporté. À présent, nous sommes chez ma consoleuse, d'où je t'écris cette lettre. Elle la fera passer par le putois. J'aurais beaucoup à te dire, mais le temps me manque. Milos, qui sait tout, t'expliquera. Demande-lui. J'espère que nous nous reverrons. Tu as été ma meilleure amie pendant toutes ces années. Je ne t'oublierai jamais. Je suis triste de te quitter. Je t'embrasse. Milena. PS. Je suis très malheureuse pour Katharina. Mais il fallait que je fasse ce que je fais. Hélène, je prends Racine, là. Et il pleut, je te signale. Vera commençait à s'impatienter à la porte. Hélène essuya ses yeux à son mouchoir, cacha les 2 enveloppes dans la poche intérieure de son manteau et sortit. À l'étude du soir, la place libre de Milena Bar au 3e rang et celle de Katharina Pansek au 1er semblaient occupées par leurs fantômes. L'absence des 2 filles travaillait les esprits. La zèche, plus suante que jamais, était près de s'assoupir. C'est quoi la lutte gréco-romaine, Vera ? Chuchota Hélène. Je crois que c'est des types en maillot qui se jettent l'un contre l'autre et qui essaient de se renverser sur le dos. Ah bon ? Oui, il pue la sueur et il grogne. Ah, pourquoi tu demandes ça ? Comme ça. Hélène ne cessait pas de penser à Milos, en se disant qu'il fallait être folle pour tomber amoureuse d'un garçon qu'on a vu 4 minutes à peine, et encore dans la pénombre. Autre chose, elle était incapable de retrouver son visage. Plus elle s'efforçait de se le rappeler, et plus il lui échappait.
Milos n'était pas très grand, croyait-elle se souvenir. Il avait des joues un peu rondes, oui. Des cheveux bouclés, oui. Un bon sourire, oui, oui et oui. Mais elle ne le voyait plus. Elle en conclut qu'à la vérité, elle avait surtout envie d'être amoureuse et que le premier venu faisait l'affaire, pourvu qu'elle ne soit pas trop déçue tout de même. Que lui voulait-il? Le rendez-vous la passionnait par avance, mais lui faisait peur aussi, des choses graves. Qu'est-ce que cela signifiait? Et il faudrait s'échapper du dortoir en pleine nuit. Par bonheur, la Zèche, qui les surveillerait ce soir encore, ronflait comme un sanglier dès qu'elle s'endormait. Et elle n'arrêtait son terrible moteur qu'au petit matin. De toutes les surveillantes, elle était de loin la plus facile à tromper. Bien plus, en tout cas, que l'insomniaque Merlutte qui avançait son long nez, silencieuse et rusée, entre les rangées de lits, à n'importe quelle heure de la nuit. Le danger viendrait plutôt des autres filles, de Vera en particulier, qui ne dormait jamais que d'un œil et qui voudrait savoir où elle allait. Hélène eut envie de la mettre dans la confidence, puis elle y renonça. Pour l'empêcher de se mettre en danger, Vera la raisonnable était capable de réveiller tout le dortoir le moment venu. Hélène consulta sous ses draps les aiguilles lumineuses de sa montre. Il était 10 heures passées et la Zèche ne ronflait pas. À 11 heures, elle ne ronflait pas davantage. Voilà qui était très étrange. La lumière brûlait dans son box, mais aucun autre signe de vie n'en provenait. Est-ce qu'elle allait veiller ce soir-là, justement, et jouer les merlutes, en venant rôder entre les lits avec des airs de Jack l'Éventreur? Hélène tendait désespérément l'oreille. À défaut des rugissements habituels, elle se serait contentée d'un petit ronflotement, mais il ne venait pas. À minuit moins le quart, à bout de patience, elle prit la décision de tenter sa chance et de sortir, quoi qu'il advienne. Elle jeta un coup d'œil au lit voisin. Vera dormait paisiblement, la bouche à demi ouverte. Rassurée, Hélène entreprit de se redresser. Elle allait se lever pour atteindre son armoire et ses vêtements lorsque la Zèche entr'ouvrit la porte de son box. Hélène se figea d'abord comme une statue, puis elle s'allongea à nouveau, les yeux écarquillés. La Zèche n'était visiblement pas dans son état normal. Soucieuse de ne faire aucun bruit, elle se glissait hors de son box avec la lenteur et la méfiance d'un assassin. Et surtout, mais Hélène pensa le rêver, elle portait des chaussures à talons hauts et une robe du soir. Or, jamais, au grand jamais, on ne l'avait vue autrement qu'avec d'infâmes croquenots aux pieds et dans de vastes pantalons de toile, ou bien, au mieux, dans une grossière jupe de laine au beau jour. Elle referma la porte derrière elle et s'en alla sur la pointe des pieds. Hélène attendit qu'elle ait tout à fait disparu, patienta quelques minutes encore, au cas improbable où elle viendrait. Puis, comme plus rien ne bougeait, elle s'habilla et se dirigea à son tour vers la sortie. La nuit était claire et fraîche. Quelques longs nuages en charpie voyageaient devant la lune ronde. Hélène, serrée dans son manteau, contourna le bâtiment est et le longea par l'arrière. Le mur d'enceinte s'élevait sur sa gauche, sombre et menaçant. Elle le suivit. Une silhouette grise se tenait là-bas, à l'angle. Milos. Elle lui fit un petit signe de la main et trottina vers lui. Il s'avança à son tour, souriant, et l'embrassa sur les deux joues. « Hélène, j'ai eu peur. Tu es en retard. »